Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de suivi de portefeuille. On va regarder donc, plusieurs points. J'ai prévu quelques points de cette vidéo. On va commencer par regarder un petit peu les évolutions qu'il y a eu sur le mois de septembre, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, puisque le mois de septembre n'est pas un mois de résultats, donc mécaniquement, il n'y a pas beaucoup d'évolutions, pas beaucoup de gros mouvements, mais il y en a quand même quelques-uns, et il y a notamment une action qui a publié ses résultats début septembre, qui est Adobe. Donc on va regarder un petit peu en détail ces résultats-là. Et je voulais aussi vous parler de deux autres actions. On parlera d'Edenred qui fait partie aujourd'hui intégrante de mon portefeuille et est une position importante. Et on va parler aussi d'une autre action, une action dans laquelle je compte investir prochainement. Alors, on va commencer avec donc rapidement les petits mouvements qu'il y a eu sur ce mois de septembre. Je vous ai mis ici donc à gauche le portefeuille d'août et à droite le portefeuille de septembre. Et vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Déjà sur la valeur totale du portefeuille, on était en août à 24 600, on est aujourd'hui à 24 590. Donc en gros, ça n'a pas bougé, ce qui fait toujours une plus-value globale de 10%. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et voici donc l'allocation qui, vous allez le voir, a un petit peu changé. Il y a quand même eu quelques mouvements. Donc notamment, il y a eu la sortie de Evolution AB, qui était une action dans laquelle j'avais investi vers avril. Alors habituellement, le fait de sortir de position assez tôt comme ça, c'est-à-dire au bout de 6 mois, ça ne fait pas partie de ma stratégie. Mais en réalité, Evolution AB, c'est une entreprise sur PEA, donc déjà sortir me dérange un peu moins, parce que si vous réalisez une plus-value, vous n'êtes pas taxé dessus, et donc vous n'avez pas une perte à ce niveau-là. Et deuxième chose, en fait, ça résulte d'un changement de stratégie, où je vais moins me baser sur la valorisation qu'avant. Alors ça veut dire que je m'y intéresse toujours à la valorisation, mais un petit peu moins, et je vais mettre en avant un petit peu plus la qualité de l'entreprise et aussi peut-être un peu plus la croissance de l'entreprise. Or, Evolution AB, même si c'est une entreprise qui a beaucoup de qualité et qui est nul doute une entreprise bien meilleure que beaucoup d'autres entreprises, eh bien ça reste une société qui a quelques problèmes, qui est sur un business model où il y a beaucoup de régulation potentielle et qui n'était pas non plus, je trouve, sur un niveau de valorisation trop suffisamment bas, on va dire, en tout cas en comparaison avec une autre qui est Edenred, puisqu'il y a eu un arbitrage entre les deux à ce niveau-là. Et donc Evolution AB ne remplissait plus finalement les critères pour faire partie de mon portefeuille, c'est pour ça que je l'ai sorti. Ce qui m'a permis au passage de faire une légère plus-value d'à peu près 120 €. Les quelques actions qui ont bien performé sur le mois, ça va être notamment Google, qui a eu une excellente performance, puisque on est aujourd'hui à 60% de plus-value. Moi, je suis rentré dessus au moment de la crise des tarifs, donc en avril, à peu près 150 $. Donc là, aujourd'hui, on est à 246 $. Donc clairement, une énorme plus-value. Je trouve aujourd'hui que le titre est assez cher, en fait, même surévalué. Et parmi les Magnificent Seven, maintenant, l'action qui m'intéresse le plus, c'est Meta. Ça a toujours été un peu entre les deux, entre Google et Meta. Je trouve que les deux sont très intéressantes, mais aujourd'hui, au vu de la valorisation de Google aujourd'hui, je pense que Meta est un peu plus intéressante, même si on n'est pas non plus sur quelque chose de sous-évalué. Le reste, on a Mercado Libre qui a eu une bonne performance, Medpace aussi, pareil, qui continue à monter, Fortinet qui a très très bien performé, puisque moi je l'ai acheté à peu près à 73 $ et aujourd'hui on est à 84 $, donc une bonne performance. Descartes Outdoor qui galère un peu, faudra voir les résultats qui arrivent, parce que là ils vont être assez décisifs pour voir s'il y a une reprise en Amérique ou pas trop, et si la croissance explosive en Europe se poursuit ou pas trop. Et dans le cas d'Adobe, on va en parler tout de suite sur donc la performance et les résultats qu'ils ont publiés début septembre. Alors le marché avait plutôt trouvé correct les résultats, en même temps ils sont assez conformes aux attentes, donc à ce niveau-là il n'y avait pas trop de problèmes, et moi quand je les ai regardés j'ai trouvé quand même des bons résultats. Ce qu'on voit, c'est que globalement les résultats, on est sur une croissance des revenus en annuel d'à peu près 11%, avec une meilleure croissance sur le segment digital média, donc ça c'est le Creative Cloud, tous les logiciels d'Adobe, et une croissance un peu moins bonne sur le segment digital experience, qui n'arrive toujours pas à avoir une croissance suffisante. 9%, c'est un petit peu juste pour moi, mais de toute manière, c'est pas la stratégie principale de l'entreprise, c'est vraiment le segment digital média qui représente une plus grosse partie. Et là-dessus, on a quand même une croissance intéressante d'à peu près 12% par an, qui se maintient en plus à ce niveau-là. Deuxième truc intéressant, ici, Adobe précise bien en fonction de qui sont leurs clients.
Donc il y a les Creative and Marketing Professionals qui sont les plus nombreux, et ça va être en fait tous les usages créatifs. Donc ce qui compte, c'est pas la personne, le statut du client, si c'est une entreprise ou un particulier, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment l'usage qu'il va en faire. Et dans le cas du créatif, c'est vraiment le corps du business model de Digital Media. Ça va être tout ce qui est Photoshop, Illustrator, After Effects. Alors que pour le côté business professional, ça va plus être les outils professionnels, donc du style le PDF, etc. Et donc ça, c'est pas les segments qui sont les plus importants parce que vous voyez, c'est un segment qui comporte moins de chiffre d'affaires. Alors c'est celui qui est le plus en croissance, mais c'est pas moi ce que j'attendrais le plus. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie creative and marketing professional. Aujourd'hui, on est à 11% de croissance, ce qui est correct, mais pour moi, ce qui traduit quelque chose, c'est qu'en fait, la croissance de ce segment vient surtout d'une augmentation des prix. On le sait, Adobe a tendance à augmenter les prix un petit peu chaque année, de manière à ce que ça se voit pas trop, hein, c'est lissé dans le temps, mais ça permet d'avoir de la croissance, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de nouveaux souscripteurs au logiciel d'Adobe, et ça, c'est un problème. Alors d'un autre côté, il n'y a pas non plus beaucoup de clients qui partent de l'écosystème Adobe, parce que c'est un écosystème qui est assez sticky, et donc quand vous êtes dedans, c'est pas si simple de changer, même s'il y a des concurrents qui arrivent à grappiller pas mal de parts de marché quand même, ça reste un écosystème sticky, et donc quand vous avez un client, vous arrivez à le garder chez Adobe, c'est ça qui est positif. Mais le problème, c'est quand même aujourd'hui, on a du mal à avoir beaucoup de nouveaux clients. C'est pas très étonnant non plus, on est quand même sur une très très grosse boîte, donc c'est plus compliqué de croître. Mais ça veut dire que la croissance, elle est pas exceptionnelle, on est limité en gros à 10-12%. Par contre, ce qui est très positif, c'est qu'on descend jamais en dessous de 10% de croissance par an. C'est assez impressionnant sur les 10 dernières années. Adobe a toujours eu une croissance d'au moins 10% par an, et souvent au-dessus. Mais sur les dernières années, on est à peu près à 10% par an, ce qui est quand même assez fou de se dire qu'on a une telle linéarité sur une entreprise de cette taille-là. Bon, en bref, ce que je peux dire moi sur Adobe, c'est que c'est une entreprise sur laquelle je reste un petit peu indécis, c'est-à-dire que je trouve que c'est une boîte qui s'est fait assez descendre par le marché, clairement, à la valorisation, a pris très cher, on le voit d'ailleurs hein, sur ce cours, par rapport au plus haut de 2024, on est clairement assez bas, mais en même temps il y a des vrais problèmes. Est-ce que l'entreprise va se faire disrupter par l'IA? Je sais pas, honnêtement c'est compliqué de le dire. Ce qui est sûr, c'est que Adobe essaye de prendre le virage de l'IA et le prend pas trop mal. Pour l'instant, le logiciel Firefly, il est plutôt apprécié, il fonctionne assez bien. Les nouveaux outils que propose Adobe fonctionnent assez bien. Il y a certes beaucoup de mécontentement sur les anciens produits d'Adobe qui manquent souvent de nouveautés. Si vous tapez Adobe sur Google, enfin sur YouTube notamment, vous allez tomber sur plein de vidéos de les alternatives à Adobe, les sites pour éviter de payer l'abonnement, tout ça. Et ça se comprend parce que c'est un abonnement qui est cher. Donc il y a du mécontentement dans les usages, mais en même temps, Adobe arrive à sortir des nouveaux produits pour séduire et pour prendre le virage de l'IA. Donc c'est positif à ce niveau-là. C'est pour moi une action qui est compliquée à analyser vraiment et sur laquelle il y a de l'incertitude. Et c'est pour ça que la valorisation est basse. Donc je comprends que la valorisation soit basse, mais si elle gagne une croissance de 10% par an, il n'y a pas de raison que le titre ne rebondisse pas. On enchaîne sur le prochain sujet qui concerne donc Edenred. Alors Edenred, c'est une action sur laquelle j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne, j'en ai fait 4 il me semble, et la dernière date de début septembre, puisque début septembre on a vu une news qui concerne tout simplement Edenred avec la potentialité d'avoir une taxe de 8% sur les titres restaurants, ce qui serait évidemment assez néfaste pour Edenred, hein, puisque Edenred réalise 13% de son chiffre d'affaires en France, et donc cette taxe réduirait sûrement le volume de titres restaurants, et donc affecterait l'activité d'Edenred. Néanmoins, dans ma vidéo, je précisais que 13% du chiffre d'affaires en France, c'est pas si énorme que ça, et l'impact de cette taxe, si elle était adoptée, hein, parce que tout cela reste du conditionnel, c'est pas du tout sûr qu'elle soit adoptée, faut qu'elle soit reprise par le nouveau gouvernement et qu'ensuite elle soit adoptée dans le budget. Or, les titres restaurants, c'est quand même un truc qui a tendance à être très apprécié
par les salariés et donc ça pourrait générer du mécontentement dans les oppositions. Donc ça, il faudra le suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que le titre s'est fait découper après cette annonce. On a pris en gros un moins 20%, moins 30%. Donc ça a pris assez cher. Sachant que ça reste du conditionnel et que l'impact, je pense, serait moins important que le marché le pense, eh bien moi, j'en ai profité pour renforcer. Et donc, depuis un mois, j'ai remis l'équivalent de 1000 euros en tout sur Edenred. Et aujourd'hui, j'ai une position investie donc de 2770 euros, ce qui est quand même pas mal. Et je compte monter jusqu'à 3000 euros. Au-dessus, honnêtement, 3000 euros, c'est toujours un petit peu un plafond. J'ai du mal à monter à plus. Mais voilà, je pense que je vais monter jusqu'à 3000 euros. Aujourd'hui, donc, on est à 400 euros de moins-value. Donc ça, c'est pas si énorme en soi parce que les niveaux sur lesquels j'ai acheté Edenred ne sont pas très élevés. Et le niveau de valorisation d'Edenred auquel je l'ai acheté est quand même très bas. Si on prend par rapport au free cash flow en moyenne, on va être autour des 9 fois le free cash flow. Donc c'est quand même vachement faible. Et étant donné que pour moi, la marge free cash flow est anormalement basse en ce moment, si on prend plutôt par rapport à l'EBIT de Edenred, on serait autour des 6 fois l'EBIT. Et pareil, là, c'est extrêmement bas. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur Evolution AB. Evolution AB, en termes de ratio prix sur EBIT, on était plutôt autour des 12. Donc vous voyez, Edenred, on est autour des 6. Evolution AB, on est autour des 12. Étant donné que les entreprises sont un peu dans des cas similaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peur, il y a ralentissement du chiffre d'affaires, etc., je considérais quand même que c'était un peu dommage de garder une position sur Evolution AB, sachant que Edenred était dans une position un peu similaire avec un niveau de valorisation 2 fois plus bas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet arbitrage-là. Je ne sais pas s'il sera payant. Moi, je pense vraiment que Edenred va pouvoir rebondir et va pouvoir sortir de ce marasme dans lequel elle est, en tout cas, ce marasme boursier dans lequel elle est depuis 2 ans au moins maintenant, ce qui est très très long. Mais je pense qu'aujourd'hui, le titre est vraiment sous-évalué, qu'il y a une surréaction du marché et beaucoup trop de peur à ce niveau-là. C'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense et c'est pour ça que j'ai construit une position importante sur Edenred. Et enfin, dernier sujet dont je voulais parler, c'est tout simplement une action dans laquelle je compte investir très prochainement. Je ne l'ai pas fait, là je tourne le dimanche 28, je ne l'ai pas fait le vendredi 26, mais en vrai je comptais le faire. Et cette action, il s'agit de Topicus.com. Alors Topicus.com, je suis quasiment sûr que vous ne connaissez pas parce que c'est clairement une entreprise très peu connue. C'est une entreprise qui est issue de la scission d'une autre entreprise qui est Constellation Software, que vous connaissez peut-être puisque celle-là est un peu plus connue, qui est une entreprise assez connue, gérée notamment par Mark Leonard, ou en tout cas qui était gérée par Mark Leonard, puisque ce personnage-là, Mark Leonard, a annoncé sa démission après des problèmes de santé. En même temps, il était quand même assez vieux, et la boîte sera reprise par Mark Miller. Donc Mark Miller qui était dans la boîte depuis très longtemps, ça fait à peu près 20 ans qu'il est dans la boîte. C'est quand même quelqu'un qui a pas mal de seniorité. Et ce qu'il faut aussi regarder, c'est le reste du management qui lui reste. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui est sûr, c'est que le marché n'a pas du tout apprécié en fait le fait que Mark Leonard quitte son poste. Ça allait bien arriver un jour, mais le marché le craignait parce qu'en fait, c'est lui qui est à l'issue du succès de Constellation Software. Et donc en partie de Topicus dont on va parler ensuite. Et donc le marché n'a pas du tout aimé et a beaucoup sanctionné, ce qui fait que Constellation Software est sur un niveau de valorisation qui est assez bas aujourd'hui et qui fait que je pourrais en mettre. Le truc, c'est que je préfère Topicus.com pour plusieurs raisons. Je vais faire une vidéo sur Topicus.com, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet maintenant, mais globalement c'est une très bonne boîte dont je vais vous montrer quelques chiffres ici. Vous avez ici donc l'évolution du chiffre d'affaires qui est vraiment très bonne, l'évolution de l'operating income, de l'operating cash flow et du free cash flow qui sont toutes les trois très bonnes et qui donc est plutôt implanté en Europe. En Europe, il faut savoir que c'est un marché qui est plus segmenté qu'en Amérique du Nord, là où agit Constellation Software, et donc il y a un potentiel de croissance qui est plus élevé. Et donc en termes de niveau de valorisation, aujourd'hui pour Topicus.com, on est à 21,6, ce qui est historiquement pas particulièrement faible, mais qui pour moi, je trouve, est pas très élevé. Et donc je vais investir une partie. Donc je vais commencer sûrement avec 1000 euros sur Topicus.com pour construire une petite position. À savoir que je pourrais totalement investir sur Constellation Software. Là, c'est un petit pari que je fais en me disant que Topicus.com, je pense, aura plus de croissance que Constellation Software sur les prochaines années. Mais en vrai, c'est assez kiff-kiff. Hein. Les deux boîtes sont très proches et de toute manière, si vous possédez du Constellation Software, eh bien vous possédez du Topicus.com puisque Topicus.com est détenu encore aujourd'hui à 50%.
par Constellation Software. Donc dans les deux cas, j'ai envie de dire, vous êtes impacté par l'une ou l'autre. Après, je vous mets ici le petit résumé de mon portefeuille. Donc ça, c'est sur le CTO. On est aujourd'hui à une performance de 15,4% par an sur un mix encore entre actions et du cash, puisque j'ai encore une partie en cash qui est investie. Et c'est pour ça que j'essaie de trouver des nouvelles actions dans lesquelles investir, comme topicus.com, parce que je ne veux pas garder cette poche de cash indéfiniment. Pour moi, ce n'est pas une manière d'investir, d'avoir du cash. Et donc je veux l'investir parce que si j'avais eu plus d'investissement en actions, j'aurais réalisé une meilleure performance sur les derniers mois. C'est pour ça que je veux investir. Pour l'instant, la performance sur le CTO, elle est très bien. Alors elle est évidemment drivée par Medpace et Google, sur lequel j'ai fait d'énormes plus-values, mais les autres actions participent également à tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de mon portefeuille, les achats peut-être que vous avez fait vous pendant ce mois-ci. Nous, on se retrouve le mois prochain pour le même suivi de portefeuille et le mois prochain, on aura pas mal de suivi de résultats et donc ça, ce sera assez intéressant à expliquer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à plus pour une prochaine vidéo.